Merci de nous suivre sur Nieta TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Malgré l'embargo imposé à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA, les prix sont très raisonnables au marché où les étals sont inondés par les légumes et autres condiments. Toujours dans le cadre du 8 mars, les femmes d'Ozone Mali ont défilé pour dénoncer leurs conditions difficiles de travail. Le président Alassane Ouattara a rendu hommage à son ancien premier ministre Ahmed Bagayoko, décédé il y a un an. Bienvenue dans cette édition. Le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu jeudi 10 mars 2022 une délégation du Haut Conseil Bera Bich de Taoudéni. Elle était conduite par son président Mohamed Tahar Ould El Hadj, venu témoigner sa disponibilité à accompagner les autorités de la transition. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer le président de la transition au nom de la communauté Bera Bich que nous représentons à travers le Haut Conseil Bera Bich pour apporter notre soutien au chef de l'État et aux autorités de la transition dans cette phase critique que traverse la nation malienne, a confié le président du Haut Conseil Bera Bich à sa sortie d'audience et de poursuivre. Le président dit qu'il tient à ce que la population du Mali profond joue pleinement leur rôle dans la construction du nouveau Mali. Lors de cette rencontre, le président Goïta a donné à ses hôtes beaucoup de conseils et d'orientations pour la réussite de la transition et pour la participation pleine et entière du Haut Conseil Bera Bich à la refondation du Mali. Le chef de l'État a fait envoyer un message de paix, de disponibilité de l'État à jouer pleinement son rôle dans la protection des populations et des services au public, explique Mohamed Taher Ould El Hadj. Le représentant de la communauté Bera Bich a rassuré qu'il transmettra à la population de Taoudéni les messages du chef de l'État. La communauté Bera Bich s'engage à jouer pleinement son rôle pour la réussite de la transition. Sur tout un autre plat, afin de connaître le prix des légumes en cette période où les étals sont inondés de légumes de toutes les couleurs, nous avons fait un tour au marché. Pour les vendeuses de légumes ainsi que les clientes, malgré l'embargo, les légumes sont vendus à un prix très raisonnable, ce qui fait le grand bonheur du panier de la ménagère. Pour plus de détails, je vous propose de suivre leur intervention. En cette période, les légumes sont vendus à un prix très raisonnable, que ce soit la tomate, le concombre, l'aubergine, tout est moins cher. Je vends la tomate à 100 francs ou 50 francs le tas, le concombre est à 100 francs ou 150 francs. Avant, j'achetais le gros panier de tomates à 60 000 francs. Maintenant, le gros panier fait 5 000 francs CFA. Même 4 000 ou 1 000 francs, on peut s'en procurer. J'achète les légumes en gros au marché Woninda. Avec la chaleur qui se prépare, les prix vont bientôt augmenter. Car en ce moment, les légumes pourrissent très vite. Le prix des légumes a fortement baissé. Certains disent que c'est à cause des engrais, car le prix des engrais a connu une baisse. L'aubergine africaine est vendue entre 25 et 50 francs CFA, la tomate à 50 francs ou 100 francs, le chou entre 25 francs et 50 francs CFA, et le poivron à 50 francs. L'embargo n'impacte en rien sur notre marché. Nous vendons nos légumes comme d'habitude. Les légumes sont cultivés chez nous au Mali. Ils viennent de Djo, de Kati, ainsi que plusieurs autres localités de notre pays.
Le prix des légumes est très abordable, tout est moins cher, à part les produits non frais. Je suis venue faire le marché et acheter mes condiments et je suis très satisfaite en ce qui concerne les légumes. Nous demandons aux clientes de nous comprendre. Si les grossistes nous procurent les légumes à un prix raisonnable, il est tout à fait normal que le marché soit moins cher. Tout dépend du prix de nos fournisseurs. Nous nous intéressons au cancer du col de l'utérus dans cette édition. En effet, le cancer du col de l'utérus est la deuxième cause de décès chez les femmes après la mortalité maternelle. Il urge donc de tirer la sonnette d'alarme sur cette maladie extrêmement grave. C'est pourquoi dans le cadre du 8 mars, nous nous sommes intéressés au cancer du col de l'utérus. Le docteur Mahamadou Salia Traoré, gynécologue obstétricien au CHU de Point-G, nous édifie sur cette maladie, sa prise en charge ainsi que ses signes. Le cancer du col de l'utérus, scientifiquement, ce n'est autre chose qu'une néoformation tissulaire, c'est-à-dire une multiplication de cellules anarchiques qui s'est fait au niveau du col de l'utérus, qui va entraîner un envahissement de ce col et même un envahissement à distance du col. Évidemment, pas très compliqué de savoir diagnostiquer un cancer du col. Le premier signe d'appel, c'est ce qu'on appelle couramment la métrorragie post-ménopausique. La métrorragie post-ménopausique, et je veux dire la métrorragie post-coïtale. Alors, cette métrorragie post-coïtale n'est autre chose que lorsque la femme a des rapports sexuels, elle a toujours des saignements qui commencent à s'exprimer. Cela est le premier signe d'alerte du cancer du col de l'utérus. À côté de ces signes, nous avons d'autres signes qui peuvent effectivement aussi être observés. C'est parfois des écoulements qui viennent du vagin, et c'est des écoulements qui parfois peuvent être malodorants, et ça peut aussi être un signe d'appel de cancer du col de l'utérus. La patiente peut commencer à exprimer des problèmes en urinant ou bien des problèmes liés à la défécation. S'associe quelquefois aussi la douleur à certains niveaux. Spécifiquement, il a été admis que les filles, les jeunes filles qui commencent très précocement les rapports sexuels sont à risque de cancer du col. Il y a des infections sexuellement répétées, des femmes qui font très souvent des infections sexuellement répétées sont également à risque de cancer du col. Il y a la promiscuité, les gens qui vivent dans des conditions qui ne sont pas les conditions idoines peuvent aussi avoir un risque pour ce cancer du col. Il y a des femmes qui ont beaucoup accouché, c'est-à-dire qui ont à peu près 5 accouchements et plus, et aussi lorsque ces femmes ont eu leur premier accouchement avant 20 ans. Donc ces femmes sont effectivement des femmes à risque de cancer du col. Au-delà de tout ça, maintenant, de plus en plus, la cigarette a été incriminée beaucoup dans la survenue des cancers du col. Et vous me direz que ici, en Afrique, les femmes fument moins, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous des fumeurs passifs. C'est que nos voisinages, quand il y a la fumée dans les voisinages, on peut effectivement fumer sans se rendre compte. Aujourd'hui, il a été aussi admis que un des facteurs de risque de cancer du col, c'est un virus qu'on appelle le Human Papilloma virus, qui aujourd'hui est à l'origine de 80% des cancers du col. Le cancer aujourd'hui est un des cancers qui peut être prévenu par la femme si elle le veut, puisque c'est un des cancers qui reste aujourd'hui facile au dépistage. Alors, ce dépistage ne repose sur rien d'autre qu'une inspection du col avec un spéculum et l'application d'une substance au niveau de ce col qui permet de voir déjà s'il y a des lésions de ce cancer du col. Ce qu'il faut savoir, une femme qui a un cancer du col ne l'a pas tout de suite. C'est un mécanisme qui s'est mis en route pendant au moins 15 à 10 ans. Donc c'est pour vous dire que si effectivement nous misons beaucoup sur cette prévention, il y a de fortes chances que les femmes puissent éviter effectivement les risques de ce cancer du col. Donc ce dépistage est accessible aujourd'hui dans la plus grande majorité du pays. Et à Bamako, c'est disponible aujourd'hui dans tous les hôpitaux et pratiquement dans tous les centres de santé de référence. C'est un dépistage qui est gratuit et qui ne demande absolument rien. Si les femmes suivent la chronologie de ce dépistage, c'est une des raisons fondamentales pour éviter ces risques de cancer du col lorsque vous ne l'avez pas déjà. Et je l'ai dit, le cancer ne survient pas en un seul jour. Il y a un délai d'apparition de ce cancer-là qui peut aller de 10 à 15 ans. Alors, ce délai d'apparition passe d'abord par par l'évolution de certaines lésions au niveau du col qu'on appelle les lésions précancéreuses.
Ces lésions précancéreuses se répartissent à peu près en 3 grades. Le grade 0, le grade 1, le grade 2, le grade 3. Alors, ce qu'il faut savoir, si ces lésions sont diagnostiquées de façon précoce, par l'examen dont je venais de dire, l'inspection du col avec l'application de certaines substances, il y a de fortes chances d'éviter les cancers du col. Maintenant, il y a aussi la vaccination aujourd'hui, qui est un des moyens préventifs du cancer du col. Et cette vaccination doit toucher des filles qui ne sont pas encore sexuellement actives. C'est-à-dire, si vous avez des filles qui n'ont pas encore commencé des rapports sexuels et qu'on les vaccine contre le cancer du col, elles ont de fortes chances de ne plus avoir le cancer du col. Il faut savoir aujourd'hui que la prise en charge du cancer est pluridisciplinaire. C'est-à-dire, ce n'est pas une seule personne qui peut s'asseoir et décider comment prendre en charge un cancer du col. Alors, ça se passe en réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est-à-dire, dès que le diagnostic du cancer du col est posé, normalement, un dossier est élaboré à la femme et ce dossier est discuté avec plusieurs médecins de différentes spécialités. Vous avez les oncologues, vous avez les gynécologues obstétriciens, vous avez les anatomopathologistes et vous avez même d'autres domaines qui sont là, avec qui on s'assoit et on décortique les dossiers pour voir effectivement quel traitement est adapté pour cette femme-là. De façon courante, ce qu'il faut dire, la plupart des cancers que nous diagnostiquons dans les circonstances du pays, ce sont des diagnostics suffisamment tardifs, parce que 80% de nos cancers sont diagnostiqués à un stade dépassé. Et les différents stades du cancer du col, c'est le stade 0, le stade 1, le stade 2, le stade 3 et le stade 4. Le stade 4, c'est le dernier stade. Et la plupart de nos diagnostics, c'est des cancers stade 3, stade 4. Et cela trouve déjà que les moyens thérapeutiques sont suffisamment difficiles. Et le seul moyen très souvent que nous avons, c'est d'assister ces femmes-là en traitant la douleur et effectivement d'ici un certain temps. Mais, comme je le disais, ce cancer reste évitable. Et dans la plupart des cas, s'il est diagnostiqué à un stade 0 ou même au stade 1, il y a de fortes chances effectivement de pouvoir prendre en charge cette femme et obtenir la guérison totale. Appel à lancer aux collègues médecins pour qu'à chaque fois qu'une patiente se présente dans une unité de consultation gynécologique et que cette patiente est déjà sexuellement active, c'est de songer à regarder le col avec un examen au spéculum et si possible avec application de l'ugol et de l'acide acétique pour voir s'il n'y a pas déjà des lésions précancéreuses, pour soumettre cette femme à un rythme de contrôle pour qu'elle ne puisse plus avoir cette pathologie qu'est le cancer du col de l'utérus. Le deuxième appel, c'est de demander aux femmes de venir consulter au moindre problème. Puisque aujourd'hui, nous savons que ce cancer du col de l'utérus touche un endroit qui n'est pas habituel et dont on parle peu. Et c'est tout ce qui fait que généralement ces maladies sont diagnostiquées à des stades suffisamment tardifs. Alors le recours aux soins précoces est effectivement aussi un des moyens d'éviter cette pathologie. Et j'ajouterais qu'une femme, même si elle est en bonne santé, dans les conditions normales, devrait passer voir au moins son gynécologue au moins une fois tous les 6 mois. Je vous en parlais dans les titres, les femmes de l'ozone Mali souffrent énormément. C'est ce qu'on peut lire sur les pancartes brandies par ces femmes lors de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Elles ont défilé pour dénoncer leurs conditions de travail difficiles. Ces femmes déplorent le mauvais traitement qu'elles subissent au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour revendiquer notre droit à propos des salaires, à propos de YNPS et AMO aussi. Vraiment, nous sommes fatigués. Cette origine, on ne sait pas d'où il vient, mais quand même, nous, on sait. On ne nous paye pas. Ça fait 2 mois. Presque le 3e mois arrive, mais on n'a pas notre salaire. Or que nous sommes les mères de famille, c'est pas comment des filles, on laisse tous nos enfants après nous, nos maris, nos parents, pour venir travailler sur le terrain. Qu'on ne trouve pas notre agence. Vraiment, c'est fatigant. Vraiment, je ne sais pas comment dire. J'appelle toutes les autorités pour venir à nos secours, qui nous aident. Vraiment, nous sommes un pays démocratique. On doit nous aider. Parce que nous aussi, nous sommes des Maliens. Vraiment.
Non, ce n'est pas une fête pour nous. Parce que même aujourd'hui, nous sommes venus au pied ici, parce qu'on n'a pas de l'argent. Bon, l'autre sont sortis depuis des communes 1, communes 2, il y a un peu de communes dans ça. Mais on n'a pas notre argent, c'est pas bon. Oui, nous sommes à Namo et à Yenpes, mais à Namo et à Yenpes, nous, on ne bénéficie pas trop. Franchement dire, il y a les gens qui peuvent même faire des accidents et on ne sait pas comment dire, on n'intéresse pas à eux. Il y a beaucoup de cas ici. On bénéficiait avant, mais maintenant là, vraiment tout est arrêté pour nous, même les salaires. Depuis combien de temps? Depuis 2 mois, presque même 3 mois, les amours, ceux qui ont pris des amours, on n'a pas commencé de prendre d'autres. Est-ce que vous avez pris votre amour à votre enfant? Bon, moi, mon dernier mot est d'appeler les secours à notre président de la République, Assimi Goïta, et son premier ministre, Choguel Maïga, pour nous aider. Vraiment, nous sommes des Maliens. Nous sommes venus ici pour aider, pour votre aide. Vraiment.